Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça commence par rire, c'est la dernière de l'année les gars. Je suis avec Manuel Diaz, fondateur de l'agence Imakina, et Augustin, mon acolyte sur les scripts, les concepts de vidéos sur la chaîne Tech News et Test. Comment ça va ? Ça va très bien. Très bien. En forme ? En forme. On est en forme aujourd'hui, on a changé de boisson. On est passé sur une eau qui est un poil plus forte en bouche. C'est vrai. Pour se détendre un petit peu. C'est vrai. Et je L'Écosse fait une eau très affûtée. Ouais. On dirait un peu de l'eau avec de la boue, mais c'est très agréable en bouche. On vous laisse deviner et nous mettre ça sur les réseaux sociaux. On vous laisse détendre dans ce podcast et parler un petit peu de ce qui nous a marqué dans l'année 2019. Alors, les bons comme les mauvais points. On va à tour de rôle exposer nos flops et nos succès de cette année 2019, les choses qui nous ont marqué personnellement, mais qui peuvent aussi toucher un petit peu tout le monde. Je trouvais ça intéressant, voilà. Je sais que les gens aiment bien de plus en plus connaître un petit peu nos faiblesses personnelles, nos réussites aussi personnelles, professionnelles. Un petit côté Mireille Dumas derrière tout ça. Il faut se livrer. Romain insiste, nous torture, il faut que vous le sachiez, pour qu'on se livre plus et qu'on dépasse la question professionnelle, qu'on parle de nous. Mais j'ai pas la ref Mireille Dumas. Je sais que c'était une émission des années 30, mais j'ai pas non plus la ref. Mireille Dumas quand même, les masques, France 3, elle ouais, faisait allonger les gens. Ça y est. Oui, c'est vrai. Romain il sourit mais il sait pas, il est trop jeune, il pas du pas. tout. Ouais, c'est une vieille ref, c'est une ref de vieux. T'en as pensé quoi de cette année 2019, Augustin ? Année forte en événements, forte en anecdotes. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. On a changé de locaux dans cette année-là. Ça fait 1 an qu'on est dans des nouveaux locaux. Vous voyez les dernières vidéos. Il y a Florian qui va bientôt aussi quitter l'équipe en février 2020. Donc 2020 il va même aussi quitter le pays. Quitter le pays, ouais, carrément. Il l'a annoncé dans le live 24 heures. Donc Ouais. Florian, on te fait un gros bisou, on t'embrasse et tu nous enverras une photo avec les rennes. Manuel, toi, comment ça s'est passé cette année 2019 ? Plutôt bonne ou mauvaise ? Écoute, on est vivant à la fin de l'année, donc j'ai tendance à dire qu'elle était bonne. Il y a toujours pire, effectivement. De ce point de Oui, vue-là, oui. il y a toujours pire. C'est la pensée positive. Voilà, non, une année mitigée en France, dans le reste du monde assez intéressante. Il s'est passé pas mal de choses. Moi, je regarde le business un peu dans tous les pays où on est installé. En France, entre les gilets jaunes, les grèves, etc., c'est quand même très difficile pour nos clients de continuer à faire du business dans une atmosphère à peu près normale. Je voyais pas plus tard qu'aujourd'hui qu'il y a des gens qui sortent de leur bagnole et qui empoignardent d'autres, hystériques. Ah bon ? Oui, il y a Grosse Moi, ambiance, en scooter, j'évite en général. Je me non, glisse avec le... Il y a un climat d'hostilité, de tension énorme qui me chagrine. Voilà, ça m'affecte. Ça arrive à m'affecter. Mais fort heureusement, il reste la capacité à s'évader, à aller voir d'autres pays, parfois avec des comportements plus civilisés, mais ça n'engage que moi. Justement, Manuel, tu veux commencer avec ton top ? Alors mon premier top, puisque... Histoire de changer un petit peu, parce qu'on était un petit peu négatif. C'est vrai qu'en 2019, il y a eu quand même beaucoup de choses, tu viens de l'expliquer, qui nous ont touchés. Exactement. Il y a quelque chose qui m'a touché positivement, c'est une rencontre. Pour ceux qui me suivent et qui connaissent un peu mes habitudes, moi je crois beaucoup à la puissance des routines positives. Donc moi j'ai une vie avec beaucoup de routines, tout est calé, tu me connais Romain. Ouais, et tu m'as pas mal transmis ce phénomène-là, et on refera un épisode, je pense, dédié là-dessus, parce que c'est des choses qui peuvent vous aider. On en reparlera, mais bon, je suis un peu obsessionnel, je donne des meetings de 8 minutes, enfin bon bref, voilà. Et j'ai des routines, et dans mes routines, il y a la pratique du fitness, du sport, etc. comme un élément important, parce que je pense qu'on ne peut être performant dans sa passion ou son travail que si on traite aussi la partie physiologique, physique. C'est vrai, nous on fait souvent des courses avec Augustin, c'est des courses de Uber Eats. C'est un sport national maintenant au studio. Chacun commande avec sa propre commande. Celui qui arrive le plus vite possible à nous livrer a gagné. Voilà, c'est vrai. Donc ça, c'est des routines qu'on vous conseille de mettre en place. Bon, moi je vous conseille plutôt de considérer que votre corps n'est pas juste un véhicule pour votre cerveau. Il faut un équilibre entre le corps et l'esprit. Et il se trouve que moi j'ai été coaché pendant longtemps. T'as un coach en plus de la salle de sport. Exactement, donc j'ai un coach qui me suit. Mon coach a changé de vie. Donc je me suis retrouvé à devoir caster un nouveau coach et j'ai organisé un grand casting pour un nouveau coach et j'avais établi mes critères dans un spreadsheet avec tout ce que je demandais. T'as pas fait comme Thibaut InShape avec une vidéo où tu faisais des miss non. fitness et... Non, ok. non, ça a bien marché pour... J'ai pas de grande affinité ou de référence à Thibaut InShape de façon générale. Et j'ai trouvé mon nouveau coach et c'est une super rencontre. D'abord parce que c'est un super coach qui vient du monde professionnel. Il s'appelle Anatole. Si vous voulez savoir ce qu'il fait, allez voir ce qu'il fait sur anatole-coaching.fr. Et surtout,
la grosse surprise dans le Kinder, c'est que j'ai découvert un entrepreneur. C'est qu'au-delà d'un coach, j'ai découvert un entrepreneur. Moi, j'ai la passion des entrepreneurs. Donc voilà, ce mec est ultra prometteur, va faire de très très belles choses. Je conseille de le suivre. Pour que t'en parles dans un top, c'est que ça a dû quand même te marquer parce que tu mets justement toutes les choses bien dans leur case. Donc pour toi, un coach de sport, tu vas pas lui raconter ta vie, tu viens là pour faire du sport. Exactement. Et tu te casses pour bosser. Et là, le fait que ça t'ait marqué, t'as pu me le présenter aussi. C'est vrai que C'est une sacrée rencontre. Ouais, non, c'est ouf. On a vraiment eu des affinités particulières assez rapidement, donc à suivre. Le mec est top. En 2020. Exactement. Suivez ce gars. Surtout si vous avez des objectifs de coaching, de remise en forme, regardez ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Augustin, t'as un coach de sport ? Alors, j'hésitais à mettre dans mes flops le fait que je me suis pas vraiment remis au sport en début d'année. Voilà, donc ça tombe Parce bien. qu'on avait une sujet. routine avec Augustin. Oui, on avait écouté Manuel au début quand on a commencé à entreprendre. On s'était mis une routine de sport. Non, t'as moins continué. J'ai moins continué parce que déjà, j'ai fait, alors c'est blessure nulle, hein, mais j'ai un muscle intercostal un peu fragile que à chaque fois je me refais mal dessus. Intercostal peut-être. Intercostal, ouais, c'est mieux, toujours accordé, c'est très sympathique dans la langue française. Et je me suis fait mal, attention, en bouée au Baléares cet été. En bouée, c'est-à-dire des bouées tirées par le bateau là. Et je suis mal retombé. T'as fait le kéké quoi. Après le Jéroboam de Champagne, t'as été prendre la bouée, c'est ça ? J'ai fait le kéké. La blessure de con quoi. Et la blessure de con, et du coup ça a duré un petit mois le temps que ça se refasse et je me suis pas remis au sport après. Voilà. Pas bien, c'est quasiment un flop. Je viens de raconter un flop de l'année finalement personnel. Un flop bonus. Bon, passons à ton top justement. Alors mon top, je vais partir sur YouTube parce qu'on est quand même youtubeur plus ou moins. Et il y a un truc moi que je trouve fou, c'est le retour de PewDiePie à son plus haut niveau, que ce soit en termes d'audience, de vidéos et d'idées. Tu connais Manuel ? Qui est un youtubeur à 100 millions d'abonnés, qui est le deuxième plus gros. Ah, très bien. Youtubeur mondial suédois. Et le truc totalement fou, c'est qu'il sort de bad buzz de fou. On l'a accusé d'être nazi. Il y a eu des articles à charge contre lui. Pourquoi il portait des Adidas ? Il sort vraiment d'un très très gros entre guillemets bad buzz, un peu dénigré par tout le monde. Il faisait beaucoup moins de vues. Et moi, le truc fou, il est revenu en jouant à un jeu qui était en train de tomber, qui s'appelle Minecraft, qui est un jeu qui a déjà un paquet d'années, quasiment 10 ans, je pense. Et il est revenu en faisant des vidéos là-dessus, en disant ça me fait marrer de jouer à un jeu qui est considéré comme un jeu pas intéressant pour les geeks, pour les enfants et tout. Et à partir du moment où il s'est remis... Comment ? T'as quand même continué de le suivre. Et moi, je continue à le suivre. Moi, j'ai jamais vraiment arrêté de le suivre. Beaucoup moins. Et quand il s'est mis à Minecraft, j'ai dit c'est sûr, ça va être drôle. Et je me suis remis à ce moment-là. C'est son côté blanc aux yeux bleus, hein, tu sais. Tout à fait. Voilà. Et du coup, je trouve ça incroyable de revenir avec un jeu qui est vraiment très simpliste et... pas dans tous les sens du terme, mais qui est un peu débile, et à faire 6 millions de vues par épisode avec des vidéos tous les jours, je trouve ça incroyable. Ok, voilà. Stylé, dites-nous un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous suivez vous aussi toujours PewDiePie Voilà, moi il m'a jamais autant fait marrer que là, ces 5 derniers mois, c'est incroyable. Et il vient d'annoncer qu'il arrêtait un peu les vidéos tous les jours et qu'il prenait une petite pause. Ouais, on a vu ça. Écoute, quand tu dis dites-nous, c'est sur Twitter. Ouais, sur Twitter. Voilà. Est-ce que tu leur donnes un hashtag ? Hashtag takeout. Ouais, exactement. Okay. Hashtag takeout. Voilà, c'est bien. Je sais que Manuel déteste ce mot. Je le trouve pas foufou, mais t'en as pas trouvé d'autres. On s'y habitue. Je le trouve pas foufou comme argument. C'est pas foufou d'ailleurs. J'aime bien cette expression. Je reste dans l'univers YouTube pour vous donner mon top de l'année 2019. Alors, ils me regardent tous les deux avec des yeux en mode, évidemment, ça paraît logique. J'ai piloté une Formule 1, les gars. Ah, putain. Aïe. Voilà. T'en as jamais parlé, c'est bizarre. Non, c'est vrai, c'est quand même incroyable. Alors, les gars, si vous m'entendez, on n'en peut plus. Allez commenter la vidéo. Allez commander sa vidéo. Ce V8 atmosphérique dans la gueule, c'était incroyable. 70 kilos au freinage. C'était quand même une expérience folle que j'ai vécue avec Elliot Lecor qui m'a accompagné sur ce tournage-là. Toute la team Renault. Sauvez-nous de cette situation. Il parle trop de Formule 1. Il nous oblige à en parler. Il nous fait regarder de force les Grands Prix le dimanche. C'est vrai qu'il vient de force à la maison regarder le Grand Prix, Augustin. C'est juste que j'ai pas Canal, du coup je suis obligé d'aller chez lui. Quel bâtard. Non mais on n'en peut plus. Vous en avez pensé quoi de la vidéo, les gars ? Parce qu'on a le choix. Bah oui, dites-moi. Alors tu dois dire ce que tu m'as demandé de noter. Non, quel bâtard, pas du tout. T'en as pensé quoi, toi, Manuel ? De la vidéo ? Ouais, de la vidéo, de ce qu'elle renvoie, et aussi, soyons clairs, c'était une vidéo pour moi un peu pari pour créer un vrai CV numérique et pour montrer qu'au-delà de la high-tech, j'avais une réelle passion depuis que je suis gosse de l'automobile, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était courageux parce que tu livrais une passion pour laquelle tu n'es pas initialement connu. C'est-à-dire que quand on te connaît dans la vraie vie, on sait que tu aimes l'automobile profondément. Et là, t'es sorti avec une vidéo qui n'est pas du tout tech et ta communauté te connaît plutôt pour la tech.
Or, dans l'automobile, il y a de la tech. Enfin bon, bref, donc tout est lié. Mais tu as eu le courage d'exposer une passion vraiment personnelle, de mettre des images de toi petit. Ce que tu n'avais jamais fait, c'est la première fois sur ta chaîne que tu parles de toi, vraiment, de ton enfance, un peu de ta famille. C'est la première fois depuis 7 ans que les gens savent ma date de naissance. C'est un truc tout bête, mais c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Ma date de naissance, c'est là où je suis né. C'est vrai que en fait, je m'en fous, parce que justement, je parle très peu de moi. Au final, les gens ont l'impression de beaucoup de me connaître, parce que sur Instagram et tout ça, je partage beaucoup de choses que je fais dans la vraie vie. Mais au final, ils n'ont pas vraiment d'informations sur ce que j'aimais quand j'étais plus petit. Ma mère qui m'a accompagné, tu vois, aux compétitions et tout. Non, c'était, voilà, pour moi, c'était quand même un vrai top. Donc voilà, j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai trouvé ça très personnel, bien réalisé, avec beaucoup de soins, etc. Et ouais, il y a un côté très émouvant. Ça me fait plaisir. C'est dur d'avoir ces commentaires-là de Manuel. Donc vraiment. Voilà, je vais le dire. Voilà, je l'ai dit, je te l'ai dit en vrai. Non enregistré entre nous, etc. Je le redis, comme ça tu pourras te le repasser. Et maintenant, on va se le repasser en boucle. Maintenant, tu me fous la paix avec ta vidéo. J'ai conduit une Formule 1. On passe des rires aux pleurs, on passe au flop, les gars. On passe au flop. On passe au flop. Manuel, le flop de cette année 2019. Alors, mon premier flop, c'est la franchise Golden State Warriors en NBA. Ok. On parle basket. On parle basket. J'adore le basket. Voilà, donc j'adore le basket depuis que je suis tout petit. Je le mets dans mes flops pour 2 raisons. La première évidente, cette année, ils font une saison de merde. Mais de merde. Okay. Steph Curry est blessé, on a l'impression que le collectif prend pas, que le recrutement a été compliqué. Alors évidemment, ils sortent d'années où ils ont enchaîné les titres, donc c'est difficile de rester au plus haut niveau. Mais ils font vraiment ils sont derniers de la conférence Ouest. Ça ne ressemble pas du tout aux Golden State Warriors. Et ils ont bien drafté ou même pas? Ouais, Kata. Drafté, bon, bref. Recruter des joueurs. D'accord. Donc voilà, mais ça, c'est la première raison pour laquelle je la mets dans mes flops. Mais la deuxième raison qui est encore plus importante, c'est qu'il y avait un joueur à côté de Steph Curry, qui est un peu la vitrine de cette équipe, un autre joueur très connu qui s'appelle Kevin Durant. Et Kevin Durant est parti des Warriors après... les avoir rejoints, les avoir aidés à obtenir des titres, au moins 2 titres, on sait qu'ils tiennent beaucoup sur KD. Il est parti à Brooklyn, chez les Nets. Les Warriors viennent d'être désignés comme la franchise de la décennie par la NBA. Okay. Et ils ont produit un petit film en commémoration de tout ça. Et ils ont absolument ignoré Kevin Durant dans ce film. Un petit crépage de chignon, quoi. Ça peut pas être un oubli, tu vois, quand tu as eu un joueur aussi fort, ça peut pas être un oubli. Et je trouve ça tellement inélégant. C'est pas à la hauteur d'une franchise avec de la classe. Ouais. Pas trop de respect, pas trop de... Je suis déçu, voilà, parce que même s'il est ailleurs, tu respectes l'effort et ce qu'il a donné à ta franchise. Voilà, c'est pas classe. Donc les Warriors, allez vous faire cuire le cul, quoi. D'accord. Eh bien, c'est très clair. Deuxième pleur avec Augustin. Augustin, ton flop 2019. Alors mon flop 2019, moi il est plutôt humoristique, mais je suis quelqu'un qui n'est pas... On va voir. Bon, humoristique presque, hein, qui n'est pas trop... j'ai de plus en plus de mal, entre guillemets, à m'intéresser aux informations, qu'elles soient politiques, sociales et tout, parce que justement, comme le disait Manuel tout à l'heure, ça me rend triste, ça m'affecte, et j'en ai marre de voir des mauvaises nouvelles tous les jours. Du coup, j'évite souvent la presse. Mais il y a un truc qui a soulevé des titres, des grandes unes partout dans la presse, c'est Dupont de Ligonnès arrêté à Glasgow. Ah oui, c'était beau. Cette marade, c'est-à-dire qu'en fait, on a cru que Xavier Dupont-Ligonnès, qui a tué sa famille, là, qui a enterré tout le monde sous la terrasse avec le chien et tout, on a pensé qu'on l'avait retrouvé, tout le monde était comme des fous, ça fait 10 ans qu'il a disparu. Et on se rend compte que c'est un mec qui n'a rien à voir, qui ne ressemble pas du tout, et que ça n'a rien à voir, et que toute la presse dit c'est bon, on l'a retrouvé, et se trompe. Ça me tue de rire, et ça montre encore l'incompétence de temps en temps des médias français qui sont plus sur le sans-sas et le côté people. Mais oh là là, mais quelle claque, et bien fait pour eux. Ça c'est à la fois un flop et à la fois un top, genre yes, bien joué les gars, on aura bien rigolé pendant 2 jours, c'est fou, j'ai adoré ça. Mais après, moi je suis quelqu'un qui a été passionné par cette affaire-là, parce qu'en plus à l'époque de l'affaire, moi j'étais dans un lycée qui était pas loin, il y avait toute une histoire et c'était assez proche et on connaissait plus ou moins des gens dans le lycée, donc ça a affecté beaucoup parce que les gosses avaient disparu. Et du coup, moi à l'époque... t'avais un petit job à l'époque, tu posais du carrelage sur les terrasses. Non, à l'époque j'étais au lycée, ça aurait été marrant ça.
Non, j'ai fait ça. J'ai posé du revêtement sur les toits des immeubles. J'étais sûr qu'il allait sortir une anecdote. Et en gros, donc ça, à l'époque, j'avais beaucoup suivi. Et quand ça s'est sorti, je me suis dit, c'est pas possible, c'est incroyable. Et à la fois, j'ai été déçu, à la fois, j'ai bien rigolé. Voilà. Moi, j'ai un flop qui a rien à voir, mais pour moi, c'était un gros flop quand même. Il y a eu l'ascension des crypto-monnaies 2017-2018. Ah oui. 2019, c'est quand même un gros flop, quoi. 2019 niveau crypto-monnaie, surtout pour des gens lambda comme moi qui ne sont pas traders, c'est-à-dire que pour des traders, ils ont toujours des courbes montantes et des courbes descendantes sur lesquelles ils peuvent trader et gagner de l'argent. Personnellement, en laissant des crypto-monnaies dans un wallet et une machine qui tourne, c'était quand même un petit peu compliqué quand tu y allais pas tous les jours pour voir un petit peu le cours. Augustin, toi, je sais que t'as pratiquement tout revendu à une période où c'était intéressant pour toi. Toi, tu l'as bien fait. Moi, comme j'ai suivi cette année, que il me restait un petit pécule de Bitcoin, j'ai un peu tradé dessus et moi, ça s'est bien passé parce que justement, j'y étais un peu tous les jours parce que cette année, c'était n'importe quoi. Et le flop, en fait, moi, mon gros flop de débutant, c'est justement d'avoir profité. Moi, Manuel, j'ai acheté mon premier Bitcoin en 2014-2015. 800, c'est même ça. Moins, je l'avais acheté à 450, je crois, le premier Bitcoin, 450 ou 500 euros. Mais tu connaissais rien à l'époque. J'y connaissais rien, j'avais dit à ma mère. C'était un produit sexuel. Je me suis dit c'était le truc de fou et tout, j'adorais la crypto-monnaie, la blockchain, je m'étais vachement intéressé. Donc en fait, peu importe du cours descendant, j'ai quoi qu'il en soit fait un x10 depuis que j'en ai acheté. Donc personnellement, psychologiquement, je me dis que ça sert à rien que je les reprenne maintenant parce que j'aime tellement la technologie que j'ai envie de la laisser vivre. Voilà. T'as pas fait x10 surtout parce que t'en as acheté plus tard. Oui, voilà. Bon voilà, c'était le flop pour moi 2019, c'était la crypto-monnaie. L'achat principalement, c'était Ethereum, EOS, Bitcoin qui ont pas mal baissé ces crypto-monnaies-là différentes. Ok, donc là on a tous donné un top et un flop. C'est ça. Ouais. Ok, il nous en reste un chacun, on est d'accord. Exactement. Un top et un flop chacun, ouais. Qu'est-ce que t'as comme idée ? Non, t'avais envie de proposer un truc ? Non, il voulait transitionner pour dire qu'on était au milieu. Pour t'aider à faire la transition, je participe. Merci Manuel. Je participe. Alors, moi je sais pas je vous. donne des repères aux gens qui nous écoutent. Si vous écoutez encore, vous allez avoir droit à un top et un flop par personne supplémentaire. Si vous faites chier, endormez-vous, barrez-vous, vous n'êtes pas obligé. Vous laissez tourner en boucle le podcast, comme ça fait des lectures. Ça fait de la stat. Yes. Voilà, ayez pitié. Je sais pas vous, mais moi l'eau là, elle est bien. Ouais, c'est bien. Elle mangeaille. L'eau écossaise. Ouais. On était sur quoi, les flops là ? Ouais. C'est ça. Ok, du coup on peut passer au top maintenant. Ouais. Deuxième top. Est-ce qu'on passera pas sur un flop d'abord pour finir sur un truc positif plutôt que de finir sur du négatif? Allez, on refait un tour de flop et à la fin on finit sur un... C'est compliqué votre truc. On finit sur un top pour finir... C'est n'importe quoi cette affaire. Allez, un flop de plus pour Manuel, ton deuxième flop. Facile, bon, je chasse l'animal blessé un peu, mais donc le Galaxy Fold, ouais. Un vrai flop. Est-ce que pour toi tout est un flop ou est-ce qu'il y aurait eu des choses personnellement que tu aurais pu ajuster ? Qu'est-ce que tu aurais fait pour que ce soit moins un flop ? Alors déjà, pour toucher un produit Samsung, je mets des gants. Je considère que ce sont des produits dangereux. C'est le Adidas du smartphone, quoi. Exactement. Pour moi, ça n'engage que moi et je sais que je vais me faire beaucoup d'amis, mais c'est pas grave. Ce qui me dérange dans cette affaire, c'est l'incapacité de cette entreprise à faire la différence entre de la recherche et un produit fini. C'est-à-dire que je suis OK sur le fait qu'ils fassent de la recherche sur ces technologies-là, les technologies d'écran souple, etc. Ça, il n'y a pas de problème. De là à le fabriquer, à essayer de le vendre à des gens où dès que tu t'es amusé avec 2 heures, tu te rends compte que la pliure au milieu, elle est dégueulasse et que ça va être une catastrophe à long terme. Enfin, c'est inutilisable. La user experience, elle est pourrie, etc. Maintenant, je ne condamne pas l'approche technologique. Je dis juste qu'elle n'est pas mûre et que je trouve honteux de la vendre à des gens. T'as vu la vidéo de Léo Duff là-dessus ? Bien sûr. Elle était géniale. Je pense que vraiment, on va remettre cette vidéo-là sur les réseaux sociaux aussi. Je la repartagerai. Augustin, deuxième flop de cette année 2019. En vrai, j'ai 2 flops. Il y en a un qui va faire un peu scandale. Mais non, je vais aller vite. Il y en a un, je le dis très vite. Parce que je veux le dire, ça m'a... on va l'embêter exprès. Allez, vas-y. Et le deuxième, c'est ciné. Cool. Donc le premier, c'est Greta Thunberg. Voilà. Oh. Attention, vraiment. L'hystérique à couette. Voilà. Donc moi, c'est un flop dans le sens où je ne comprends pas pourquoi on met en exergue et on laisse la parole à quelqu'un qui n'arrive de nulle part, qui culpabilise tout le monde. Moi, ça me tend, en fait. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise... Donc t'es plutôt du côté Laurent Alexandre que Greta Thunberg, toi ?
Moi, Laurent Alexandre m'a fait beaucoup rire. Il était drôle. Cette année 2019, il était drôle. Alors, moi, je le connais un peu depuis longtemps. Et... Qui est Laurent Alexandre, rapidement, pour que les gens situent? Laurent Alexandre, fondateur de Doctissimo, chirurgien de formation et grand penseur de l'intelligence artificielle et, on va dire, du monde de la médecine et des technologies. Il a dit quoi, du coup, sur Greta? Il a dit allez voir son Twitter. Je pense qu'il faut vous allez vous taper des barres de rire. J'irai voir, je pense que je serai d'accord, à mon avis. Sincèrement, c'est assez rigolo. Je veux pas accabler la pauvre Greta Thunberg. Moi non plus. Dans le fond, il y a une prise de conscience, il y a des choses vraies, etc. Après, sur la forme, c'est un peu ennuyeux. Moi, sincèrement, sur la forme, je trouvais ça vraiment malaisant. Mais vraiment malaisant. À un moment... Quand j'ai écouté ces déclarations, quand j'ai regardé, j'avais l'impression de voir un nouvel épisode de la BD Martine. Tu vois, on a eu Martine à la plage, Martine en bateau. Et voilà, t'avais Martine en bateau. Martine, pas d'essence. Je pense que ce qui s'est passé, parce que je l'ai vraiment regardé de très très loin, je suis très peu impliqué dans tout ce grand débat-là, même si ça me touche quand même en partie, mais moi, Greta Thunberg, j'ai pas vraiment tout suivi. Simplement, je pense qu'elle a pas géré l'audience qui lui a été en fait donnée au fur et à mesure. Elle n'est pas youtubeuse. Hein. Non, je sais, mais pour moi, c'est une audience, une aura qu'on lui a laissée. Donc on lui a donné, qu'on lui a pas laissé. Si tu lui as donné, on ne sait pas, mais on lui a donné. Voilà. Moi, c'est la question que je pose, c'est toujours le mystère derrière ces gros trucs, c'est qui y a derrière. Enfin, ça y est, la théorie du complot. Les fake news. Non, mais c'est un peu qui y a derrière, qui supporte le truc. Sûrement les Illuminati. Voilà. Donc ça, c'était un demi-flop. Hein. Je voulais pas en parler, je voulais lancer parce que ça m'a tendu un peu ces derniers mois. Voilà. Non, mon vrai flop, moi, c'est cinéphilement parlant, c'est le dernier Tarantino, qui est un des plus critiqués de Tarantino. C'est quoi le nom du film? C'est Once Upon a Time in Hollywood. Ah ouais, je l'ai pas vu. Qui est un truc très critiqué pour une seule et même raison, c'est que c'est un film fait pour les cinéphiles américains. Ou alors les gens qui sont très cinéphiles et qui connaissent les histoires l'histoire de Sharon Tate. En fait, alors je vous explique très brièvement. Brièvement, parce que moi déjà je suis perdu. Sharon Tate, c'était la femme de Polanski, assassinée par la secte de Charles Manson dans les années fin des années 80, quelque chose comme ça. Ouais. Quelque chose comme ça. Bon, peu importe, c'est une histoire qui a bouleversé Hollywood, qui est très triste. Tout le monde est au courant aux États-Unis. En France, personne ne connaît cette histoire. C'est-à-dire que le film est basé uniquement là-dessus, mais on n'explique jamais qui sont les personnages. T'étais frustré, quoi. Et non, moi je savais l'histoire, sauf que j'étais avec 4 potes. Personne ne connaissait l'histoire de Sharon Tate. Personne connaissait tout ce qu'il installe au fur et à mesure du film. Si tu connais pas cette anecdote, tu ne comprends rien au film. Donc c'est un film pour Happy Few, quoi. C'est vraiment un film genre pour les gens, et je trouve ça dommage. Et après, bon, il y a plein d'autres trucs que j'aime pas dans le film, mais je comprends pas ce truc-là de dire on parle d'une histoire que personne ne connaît. C'est pas un film, Augustin. Voilà, c'est pas un film qui devait sortir en Europe. Mais merci, Augustin. Voilà, merci. Voilà. En remerciant. Romain, pourquoi tu fais des gestes très obscènes? Non, Si, tu as fait C'est pour attaquer le sujet suivant, c'était mon flop aussi cette année, c'est une incompréhension totale et j'ai vraiment envie d'en débattre avec à la fois aussi un passionné d'automobile du côté de Manuel, t'aimes beaucoup les bagnoles aussi, et Augustin qui a suivi avec moi les annonces automobiles, notamment la Ford Mustang Mach-E, t'es parti à Düsseldorf. T'as réussi à le dire. J'ai réussi à le dire. Bien. Düsseldorf, tu vois, je suis c'est étonné. la première fois, je crois, qu'il arrive à le dire comme il faut. En fait. Il y a de plus en plus de véhicules électriques qui sont annoncés par certaines compagnies et c'est uniquement ces véhicules-là qui comportent une technologie avancée on-board avec les super beaux écrans tactiles, l'autopilote intégré sur des véhicules comme Tesla qui est super bien abouti. Moi, mon flop, en fait, c'est pas le fait d'avoir des véhicules électriques, ça je trouve ça génial, surtout pour des déplacements quotidiens quand t'as pas besoin de faire le kéké en ville. Je vois pas aujourd'hui ce que foutent des véhicules thermiques avec toutes les possibilités qu'on a d'avoir des véhicules électriques, même si le débat de la construction d'un véhicule électrique reste on n'est pas là-dedans. Se poser. Oui, mais personnellement, je me le pose lithium, parce que, ça, mais on n'est pas là-dedans. Voilà, la construction des batteries au lithium, etc. J'attends une chose, c'est d'avoir un beau V8 atmosphérique avec un beau tableau de bord de 15 pouces pour gérer la technologie. Je suis totalement d'accord avec et ton je débat. comprends pas pourquoi dans les véhicules thermiques, il n'y a pas de technologie, tu as l'impression d'être au 19e siècle. Oui, ce que tu dis en gros, c'est qu'il y a les véhicules et en fonction de où ils viennent, donc est-ce qu'ils viennent de la filière électrique et auquel cas ils ont de l'innovation embarquée de base, et est-ce qu'ils viennent de la filière thermique et auquel cas on les fait un peu comme à l'ancienne. Exactement. La question que tu poses elle est intéressante, c'est celle de l'expérience que tu as avec ton véhicule. Tu es en train de dire, en fait, si j'achète un véhicule thermique, est-ce que je suis condamné à avoir une expérience utilisateur
pourri ou du passé, en fait. Et c'est vrai qu'il y a peu de véhicules thermiques qui font un effort sur la user experience pour les utilisateurs qui sont dans l'habitacle, avec des écrans plus grands, plus de tactile, plus de technologie, etc. Comme si c'était réservé que aux véhicules électriques. Ouais, c'est un peu con. Avec ça, toutes les dernières belles voitures. Si on est tous d'accord, on passe à autre chose. Hein, merde. C'est vrai qu'on est tous d'accord. On finit sur la note positive. Oui. Notre dernier top. Ouais. Chacun pour cette année 2019 avant de la clôturer. Je vais lâcher une larme, les gars. C'est ouf. Ouais, on va pas mourir. Hein. Enfin, non, mais peut-être d'ailleurs. Il y a mais un an, on sait pas. cette table, ces 3 micros n'y étaient pas. On n'avait pas pour projet. Il y a un an, je voulais pas faire de podcast. C'est vrai. Déjà, il a fallu te torturer. Il a fallu me torturer. Ouais. Manuel, ton dernier top de l'année 2019. Écoute, assez simple. Le dernier album de Vald, Ce monde est cruel. Oh là là. Donc ça. Vous voulez juste avoir la réaction d'Augustin. Voilà, moi aussi. C'était juste pour entendre Augustin. Tellement bien, mais moi, tellement bien. J'adore. Je suis pas un taré de ses albums précédents. Il y a des trucs bien, machin et tout, mais j'étais pas fan à ce point. Mais là, je trouve qu'il arrive au sommet de son art, qu'il est dans l'équilibre parfait entre ce qu'il écrit et le personnage qu'il joue médiatiquement. Ses interviews c'est à mourir de rire. Manuel, le mec est exceptionnel. Le top de cette année avec Vald, ça a été quand même l'interview dans Click. Oui. Quand il ressort une interview de YouTube où t'as Vald qui regarde Mouloud et qui lui dit: ouais, ça c'est comme les textos avec les meufs, ça va, t'as bien dormi, et ferme ta gueule. J'étais là. En fait, j'adore le personnage qu'il joue parce que je pense que c'est un entrepreneur incroyable, Vald. Ouais. Pour avoir aujourd'hui, ça y est, il est en train de, il a monté son label. Il a monté son label, il a d'autres artistes à pousser. C'est ça. Je pense qu'il a fait les albums pour lesquels il avait signé et voilà. Il en a encore. Je crois qu'il a dit en interview assez récemment qu'il en avait encore un à faire, je crois. Je crois que c'était. Je crois que Ce monde est cruel, c'était le dernier. Et que là, les prochains, bam, c'est pour lui. Possible. Et comme par hasard, ça arrive à un moment où il a le plus beau succès commercial. Il commence à dépasser sa communauté initiale pour toucher d'autres personnes qui sont pas dans les hardcore fans, comme moi, par exemple. Moi, pas du tout. Et là, il va les faire pour son propre label. C'est bien, tu vois. Il a bien géré le tempo. Le mec est. Et il continuera d'écrire pour moi. Je pense que même si demain il a plus envie de produire d'autres que d'être lui. Je pense qu'il a pas encore tout donné sur l'écriture. Non, c'est sûr. Il va écrire encore. C'est sûr. Et sincèrement, il y a à la fois des choses sur cet album, des chansons hyper émouvantes, et il y a des chansons tellement drôles. Enfin, moi j'adore. Voilà, tu peux passer d'une émotion à l'autre. Moi, c'est ce que je demande à un bon album. Voilà. Très bien. C'est un de mes tops. C'est chouette. Augustin, ça change de la musique de chambre. Ça, je suis d'accord. Oui, c'est sûr. Mais moi, c'est juste que moi, je respecte le personnage. Je trouve stylé, mais j'ai du mal à rentrer dans ce genre de musique. Oui, c'est pas assez médiéval pour lui. Il faut des guitares, des batteries, des guitares titi-tap et des solos de guitare. C'est tout. C'est juste, j'ai absolument vraiment du mal à rentrer. Non, mais Augustin a un côté un peu Moyen-Âge. Tout à fait. Dans ses goûts. C'est pas du tout un petit truc. Non, t'as dit j'ai un peu du mal à rentrer dedans. Ah, pas mal, d'accord. Ouais, t'as eu un peu de retard. J'ai un poil de retard. Bon, Augustin, ton top. Alors mon top, il est un peu personnel, mais on l'a fait finalement tous les trois. C'est l'organisation du live 24 heures Noël. Voilà, qui a quand même été un truc fou. Beaucoup de préparation, beaucoup d'investissement, peu de sommeil. Beaucoup d'alcool. Non, beaucoup de thé. Beaucoup de thé. Ouais. Beaucoup de thé pendant ce live. Franchement, c'est l'un des événements où tu peux pas te permettre d'avoir une force physique. Non, mais toi, Romain, d'accord, on sait. Mais Augustin, pas du tout. Il a bu en cachette. Moi, je peux le dire maintenant, en fait. Bien sûr. Et non, c'était fou organisé et je trouve que ça c'est quand même à 95%, on est à 95% de positif. De ce qu'on a su faire de mieux. De ce qu'on a su faire de mieux. Avec Florian et toi, c'était juste ouf. Je suis hyper fier de ce qu'on a fait. Avec Flo, voilà, on s'est très bien entendu sur toute l'orga. C'est-à-dire que ça a été sans accroc. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, on a toujours dans ce genre d'énormes prod, il y a toujours une merde. Il y a toujours un truc qui va pas. C'est vrai. Il n'y a rien eu. C'est-à-dire que même moi, j'étais là, il n'y a rien qu'à merder. Il n'y a pas de. Moi, j'étais déçu. Ouais, j'adore. En fait, c'est débile, mais j'aime beaucoup quand il y a des grosses prods, des gros trucs. Quand t'as une merde. Merde. Non, mais le mec j'exagère un peu. Taré, en fait. Il est monté à l'envers. Non, j'exagère un peu, mais j'aime bien. À 18h qu'il y a ça à aller chercher à l'autre bout. J'aime bien. J'ai une anecdote de tournage que j'en vais raconter un jour, mais j'aime bien quand il y a du challenge en mode c'est la merde
mais moi je dis arrêtez de vous inquiéter, ça va le faire quand même. Et il n'y a pas eu ça. Je suis pas déçu parce que je suis très content que ce soit bien passé dans mon top, mais c'était incroyable pour ça. C'est vraiment un sentiment partagé. Écoute, on va passer à mon top. Les gens me demandent de plus en plus de parler de moi dans ce podcast. C'est quelque chose que je fais nulle part ailleurs. C'est mon portefeuille plutôt mes titres en bourse. Parce que j'ai des titres en bourse, j'aime beaucoup suivre des entreprises. Alors il y a Apple, McDonald's, Coca-Cola, Microsoft, Starbucks, je peux en citer beaucoup. Même Snapchat, dans laquelle j'ai perdu là pour le coup en 2019. Mais il y a des sociétés... Vous avez vu que Spiegel a été naturalisé français ? Oui, le directeur de Snapchat est devenu français, tout à fait. C'est ouf. Quelle idée de merde. Et il a utilisé d'ailleurs un truc qui est normalement réservé pour les sportifs qui sont nationalisés parce qu'ils sont tellement bons qu'on veut vite les intégrer dans une équipe de France ou des rugbymen et autres. Surtout les rugbymen. Mais il a été naturalisé français et il a un vrai amour pour la France. Donc voilà, je partage juste ce top-là sans forcément... mais non, pas du tout. D'accord, moi j'amène un petit instant de culture, lui il s'en fout, il veut parler de ses actions. C'est pas du tout pour inciter ou autre la communauté, c'est vraiment juste pour partager un truc qui... T'as du mal avec le mot partager. C'est vrai. N'hésite pas à le redire plusieurs fois pour bien partager. Le dire. Notamment Apple, 53% quand même de progression en un an, Manuel. C'est quand même assez incroyable. Voilà, tu mets 1000 €, tu ressors avec plus de 500 €, si tu les retires évidemment, si tu les revends plutôt. Oui, titre, parce que ce sont des actions en bourse. C'est pour ça que je l'ai dit. Donc non, moi ça a été vraiment d'un point de vue vraiment novice, parce que je suis vraiment pas du tout, tu vois. Tu t'es bien amusé. Ouais, voilà, c'était juste non, mais rigolo. Intellectuellement c'est intéressant, c'est-à-dire que quand tu es obligé de te renseigner, tu essayes de pas faire n'importe quoi, d'avoir un petit portefeuille bien équilibré. Je comprends l'attrait intellectuel pour le truc, et on va le dire pour tout le monde. Si la chose économique vous intéresse, si vous aimez lire l'actu des boîtes, etc., il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour s'amuser avec en bourse et faire quelques titres. J'ai des actions McDo que j'ai acheté 20 € l'action. Tu vois, tu peux placer 500 € qui t'ont jamais servi dans l'année, que tu as de côté, histoire de voir un petit peu, de suivre ça. Et puis c'est très sympa, quoi. Enfin, moi je trouve ça, voilà. Je me sens un peu plus au contact, je trouve ça rigolo. Pas là pour vous inciter, mais si ça vous intéresse, c'est une bonne façon de consommer de la news éco, quoi. Et sans acheter, le fait d'être abonné à des chaînes YouTube qui peuvent avoir plein d'avis divergents sur certains sujets, etc., je trouve ça super pour se former un petit peu à tout ce monde d'entrepreneurs, de sociétés, pour comprendre qui achète quoi, quelle boîte rachète à qui, quel mouvement il se passe dans l'année entre certaines sociétés qui collaborent ensemble. Je trouve ça intéressant sans acheter d'action, juste le fait de suivre justement le cours pour mieux comprendre ce qui se passe au sein des sociétés. Intervenir. Bah oui, parce que tu peux te faire un portefeuille fictif en fait. Tu as des plateformes où tu dis j'achète 10 actions de telle boîte et en fait c'est un portefeuille fictif et tu te rends compte de comment ça marche. Si tu un vas peu comme le jeu Roller Coaster Tycoon, mais ça, où c'est t'as un parc d'attractions à 3 millions d'euros, là tu fais genre t'as 3 millions d'actions. J'ai beaucoup fait ça avec des potes, on se faisait des concours là-dessus sur nos portefeuilles fictifs, tu vois, moi j'ai du mal avec le mot fictif. Et ça c'est très intéressant pour savoir si à mon avis ça vous permet de tâter le terrain, savoir si vous allez être bon là-dedans ou pas. Mais ça c'est si vous n'avez pas trop d'argent à mettre, c'est intéressant pour consommer de la news éco et un peu jouer là-dessus. C'était vraiment cool de partager ainsi les tops et les flops de cette année 2019, les gars. Je pense qu'on aura bien résumé l'année d'un point de vue personnel, professionnel. En tout cas, c'est notre avis. Je sais pas si on a résumé l'année, mais c'est notre avis. Mais je pense que les gens auront aimé partager ce moment avec nous. Encore une fois, dites-nous. Dites-nous sur Twitter quels sont vos tops et vos flops d'ailleurs. Avec le hashtag TechOut. Exactement. On va suivre ça et on vous dit... Oh là là, à l'année prochaine, on la sort ou pas cette vanne ? Bah, on va leur dire à l'année prochaine, évidemment. Ciao tout le monde. Au revoir.